Bonjour, je suis Bertrand Dupont du service Légi Local. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle webconférence. Avant de commencer, je vais faire une présentation très rapide de Légi Local. Légi Local a deux objectifs: mutualiser les expertises et sécuriser les décisions juridiques des cadres territoriaux et des élus locaux. Vous pouvez découvrir nos offres listées ici, plus en détail, en vous rendant sur notre site www.legilocal.fr. Chaque mois, l'équipe de juristes de l'assistance juridique, dont je fais partie, vous propose une conférence en ligne gratuite sur un thème d'actualité qui est au cœur des préoccupations des responsables des collectivités. Ainsi, pour le mois de novembre, nous vous proposons d'aborder l'accueil des réfugiés dans les collectivités. En effet, la situation géopolitique mondiale actuelle, notamment au Moyen-Orient, provoque un afflux massif de réfugiés susceptibles de bénéficier du droit d'asile. Ces migrants sont amenés à traverser la mer Méditerranée dans des conditions qui menacent leur vie. Le naufrage d'une embarcation début septembre 2015 à proximité des côtes turques a provoqué une prise de conscience au sein de l'opinion publique européenne en général, française en particulier, au point que certaines communes françaises se sont portées volontaires pour accueillir des réfugiés. À ce jour, 700 d'entre elles auraient émis ce souhait. Or, cet accueil ne peut se faire de la seule initiative de ces collectivités. En effet, il apparaît que, en France, l'accueil des demandeurs d'asile est une compétence exclusive de l'État. Il est d'ailleurs à noter que celui-ci s'est engagé à accueillir 24 000 personnes en besoin de protection. Comment alors conjuguer cette compétence de l'État avec l'accueil de ces réfugiés au sein des collectivités territoriales volontaires? À cette fin, nous ferons d'abord un point sur la compétence de l'État en matière de droit d'asile, ainsi que sur les évolutions en cours la concernant. Puis nous présenterons les aspects pratiques, les procédures et aides financières à disposition des collectivités qui se portent volontaires pour appuyer exceptionnellement l'État. Le droit d'asile est une compétence de l'État qui est dévolue au ministère de l'Intérieur et qui a fait l'objet de modifications qui ne sont pas spécifiquement liées à l'actualité. Cette compétence est donc confiée dans son application au ministère de l'Intérieur, mais avant de brosser les missions du ministère, arrêtons-nous sur les notions que l'actualité amène à utiliser pour comprendre quels sont les étrangers que les collectivités peuvent accueillir et pour quelles raisons. Migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, toutes ces notions sont employées et semblent recouvrir des personnes placées dans une même situation. Or, ce n'est pas le cas. Un migrant peut être un réfugié, mais il ne l'est pas parce qu'il est migrant. Ainsi, que recouvrent ces catégories juridiquement définies? Au préalable, commençons par comprendre ce qu'est l'asile. L'asile est la protection qu'un État accorde à une personne de nationalité étrangère qui est ou risque d'être persécutée dans son pays, que ce soit par les autorités de ce pays ou par des acteurs non étatiques, et qui ne peut bénéficier de la protection des autorités de son pays. Cette protection a longtemps été définie par un État seul, et il existait autant de définitions de la notion d'asile que d'État. Un effort d'uniformisation a été réalisé par la communauté internationale pour définir la protection que recouvre la notion d'asile et donner un statut à la personne ayant besoin de cette protection. Cet effort a abouti à la définition du statut de réfugié dans la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Ainsi est qualifiée de réfugié toute personne qui craint, avec raison, d'être persécutée dans son pays d'origine du fait de son appartenance à un groupe social ou ethnique, de sa religion, de sa nationalité, ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors de son pays et qui ne peut ou ne veut, du fait de cette crainte, se réclamer de la protection de son pays. Dans le cadre de la Convention,
une liste de pays qualifiés de sûrs est établie par la France et exclut leurs ressortissants du bénéfice du statut de réfugié. Toutefois, cette définition n'est que le socle commun accepté par la communauté internationale. En effet, certains États ou groupes d'États ont complété la notion d'asile par une protection dite subsidiaire. C'est le cas de l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui est compétente en matière de définition de l'asile par le biais des traités et au nom de ses États membres. L'Union européenne offre ainsi à l'étranger qui ne peut obtenir le statut de réfugié le bénéfice de la protection subsidiaire. C'est par la directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 que l'Union européenne a déterminé les conditions d'obtention de cette protection. Ainsi, dans l'Union européenne, la protection subsidiaire recouvre les cas où l'étranger est exposé dans son pays à une série de risques, comme par exemple la torture ou la peine de mort. Cette personne peut même ressortir d'un pays dit sûr dans le cadre de la Convention de Genève par rapport au statut des réfugiés, si elle ne peut bénéficier de ce statut, car dans ce cas-là, si elle ne peut bénéficier de ce statut, elle peut y être exposée dans son pays à un risque défini par la protection subsidiaire et donc être admise à son bénéfice. Si sa demande est acceptée, l'étranger jouira du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Durant le temps de l'instruction de sa demande de protection dûment enregistrée, que ce soit pour l'obtention du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, la personne en besoin de protection est qualifiée de demandeur d'asile. En cas d'issue négative donnée à sa demande, et lorsque tous les recours ont été épuisés, le demandeur d'asile devient un débouté. Il est alors invité à quitter le territoire français et, dans le cas où il ne le fait pas, il est susceptible d'être reconduit à la frontière. Les textes mentionnés ci-dessus sont compilés au niveau national dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, le CESEDA. Voyons maintenant les missions du ministère de l'Intérieur et, à travers elles, l'organisation administrative de la gestion du droit d'asile en France. Au titre de la compétence d'asile et d'intégration qui lui est dévolue, le ministère de l'Intérieur assure l'instruction des demandes d'asile. Cette mission est confiée par le ministère à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, établissement public administratif placé sous sa tutelle. Lorsque l'OFPRA a reconnu la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à un demandeur d'asile, il appartient à ce dernier de solliciter du préfet du département où il réside la délivrance d'un titre de séjour. En cas de rejet de la demande, le demandeur d'asile peut introduire un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, qui est une juridiction administrative. Ainsi, les arrêts de cette Cour peuvent être soumis par la voie de la cassation au Conseil d'État. Il appartient également au ministère de l'Intérieur de s'assurer de l'éloignement du débouté. Celui-ci peut être aidé par le ministère par le biais d'un dispositif d'aide au retour. Ce dispositif comprend un accompagnement administratif et matériel à la préparation du voyage, de retour, une prise en charge des frais de transport et une aide financière de 650 € par personne à destination d'un pays tiers à l'Union européenne, versée au moment du départ. La gestion du dispositif d'aide au retour est confiée à un autre établissement public administratif, là aussi placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII. L'OFII assure également, pour le compte du ministère, l'hébergement des demandeurs d'asile auxquels ceux-ci ont droit durant l'instruction de leur demande. Cela s'effectue par le biais des centres d'accueil des demandeurs d'asile, les CADA, ou en accueil temporaire service de l'asile, les ATSA, gérés par des personnes privées, souvent des associations, mais financées par l'État. Il existe 271 CADA d'une capacité d'environ 25 300 places. Il existe 2800 places d'ATSA.
À cela s'ajoute le dispositif d'hébergement d'urgence proprement dit, l'UDA, pour hébergement d'urgence dédié aux demandeurs d'asile. La conduite de ce dispositif est confiée au préfet, qui dispose de crédits pour louer des biens immobiliers. Il existe actuellement environ 19 600 places en UDA. À défaut d'une prise en charge en CADA, les demandeurs d'asile peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente, l'ATA. Cette allocation est mensuelle et permet aux demandeurs d'asile d'assurer son intégration. Sa gestion est confiée à Pôle emploi. Toutefois, elle est remplacée depuis le 1er novembre par l'allocation pour demandeurs d'asile, l'ADA. La gestion de cette ADA est confiée à l'OFII. La situation récente provoque des adaptations du droit d'asile, notamment avec le renforcement des moyens du ministère de l'Intérieur, appuyé en cela par le ministère du Logement. Toutefois, les difficultés en matière d'immigration et d'asile sont plus anciennes et ont conduit à une riche réforme du droit d'asile et du droit des étrangers, pour laquelle je vous propose de faire maintenant une présentation de ces principales mesures. Car si elles s'adressent à tous les demandeurs d'un titre de séjour, elles s'adressent aussi aux demandeurs d'asile que les collectivités locales souhaitent accueillir. En effet, le 29 juillet dernier, la loi relative à la réforme du droit d'asile a été promulguée. Son objectif est de parvenir à un examen plus rapide des demandes d'asile en faisant passer son délai moyen de traitement de 2 ans à 9 mois. Pour ce faire, la loi institue une procédure accélérée de traitement des demandes d'asile, mise en œuvre par l'OFPRA, et elle modifie les procédures contentieuses devant la CNDA. Elle crée notamment une procédure de recours suspensif devant cette cour, dont le délai d'instruction sera de 5 semaines. Elle fixe à 5 mois le délai de jugement en procédure normale devant la CNDA. Et elle généralise enfin l'effet suspensif des recours contre les décisions de rejet de l'asile. Par ailleurs, la loi du 29 juillet modifie les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, notamment en les rendant plus directives. En effet, elle met en place un dispositif d'hébergement contraignant, permettant à l'État de loger le demandeur d'asile dans une région autre que celle où il s'est présenté. En cas de refus, le demandeur perdra son droit à allocation, ATA ou ADA désormais. En outre, un autre projet de loi relatif aux droits des étrangers en France est en discussion et a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 23 juillet 2015. Il a ensuite été modifié par le Sénat le 13 octobre dernier et doit faire prochainement l'objet d'un examen en commission mixte paritaire. Avec ce projet de loi, le gouvernement vise 3 objectifs. Savoir accueillir et intégrer dignement les étrangers ayant le droit de résider en France, savoir attirer les mobilités de l'excellence, de la connaissance et du savoir, savoir lutter contre l'immigration irrégulière par le combat contre les filières clandestines et la sanction du séjour irrégulier. Pour atteindre ces 3 objectifs, le gouvernement propose la mise en place de mesures dont les principales sont la généralisation du titre de séjour pluriannuel pour tous les étrangers en situation régulière après 1 an de séjour en France. Actuellement, ces personnes doivent renouveler leur titre de séjour chaque année. Si la réforme est adoptée, après 1 an de séjour en France, elles se verront accorder un titre valable de 2 à 4 ans. Quantitativement, l'objectif est de réduire le nombre de passages des étrangers en préfecture, 5 millions par an actuellement, dont la majorité concerne le renouvellement annuel du titre de séjour. Nous avons ensuite le renforcement de l'intégration des étrangers en situation régulière nouvellement arrivés en France, et ce par l'instauration d'une information pratique et juridique dès le pays d'origine. L'objectif de ce renforcement est de mieux préparer l'arrivée en France, par un diagnostic individualisé établi pour prescrire des formations adaptées aux besoins de la personne et assurer une orientation de cette personne vers les services publics,
éducation, santé, emploi, etc. Un relèvement du niveau d'exigence de la maîtrise de la langue française, chaque étranger devant faire l'objet d'une évaluation de son niveau linguistique et se voir prescrire une formation adaptée et obligatoire. Et enfin, le renforcement de la transmission des valeurs, droits, devoirs et institutions de la République dans le cadre de la formation civique obligatoire réformée. Concernant les principales mesures, nous trouvons ensuite l'organisation et la sécurisation de l'assignation des étrangers en résidence, des étrangers en situation irrégulière, pour éviter le placement en rétention et permettre ainsi à l'administration de solliciter la justice pour l'autoriser à rechercher les personnes assignées à résidence lorsque celles-ci font obstruction à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Enfin, nous retrouvons le renforcement de la lutte contre la fraude en permettant aux préfectures d'identifier les cas de fraude par institution à leur profit d'un droit de communication de documents ou d'informations détenus par d'autres administrations comme le fisc ou les caisses d'assurance maladie, lorsque les préfectures ont des doutes sur l'authenticité des pièces produites par le demandeur d'asile. Voyons maintenant les mesures prises par l'État en raison de la crise migratoire actuelle. Première adaptation prise, la liste des pays sûrs au titre du statut des réfugiés a été modifiée. Ainsi, à titre d'exemple, le Kosovo est désormais considéré comme un pays sûr. Ses ressortissants ne peuvent donc plus obtenir le statut de réfugié. Cette mesure vise à accroître les capacités d'accueil en France des demandeurs d'asile et des réfugiés. Par ailleurs, afin de faire face à l'afflux de migrants, potentiels demandeurs d'asile, les moyens du ministère de l'Intérieur vont être renforcés. Ainsi, en matière de CADA, le gouvernement qui a déjà engagé la création de places supplémentaires depuis 2012, au titre de 2016, ce sont 3500 places dont la création est prévue dans le projet de loi de finances pour 2016, le gouvernement souhaite orienter le renforcement des moyens du ministère de l'Intérieur vers la création de nouvelles places. S'agissant des ATSA, le gouvernement souhaite créer 4000 places supplémentaires. Pour cela, un appel à projet a été lancé. Enfin, le ministère du Logement apportera exceptionnellement son appui au ministère de l'Intérieur. Cet appui consistera en une mobilisation de ces dispositifs d'accueil. Ainsi, des logements sociaux pourront être attribués et des places en résidence sociale créées au profit des demandeurs d'asile. D'autre part, le projet de loi de finances pour 2016 prévoit l'addition d'une enveloppe de 120 millions d'euros au profit du ministère du Logement, dédiée au renforcement des capacités d'accueil des sans-abri et des réfugiés. Ces dernières mesures sont la matérialisation de la mobilisation de l'État pour accueillir à travers sa compétence d'asile les demandeurs étrangers de sa protection arrivant du Moyen-Orient. Or, les collectivités locales ont manifesté leur volonté d'accueillir ces demandeurs d'asile. Comment cela peut-il s'articuler dans le cadre de cette compétence de l'État? Car dans le cadre de cette compétence, c'est l'État qui détermine le rôle et la nature de la contribution à sa compétence qu'il entend donner aux collectivités locales volontaires. Pour faire face à la situation exceptionnelle à laquelle il est confronté, l'État souhaite que les collectivités locales volontaires contribuent à sa compétence dans le domaine de l'hébergement des personnes en besoin de protection, d'une part, mais aussi dans celui de leur accueil. Pour ce qui est de l'hébergement, l'État canalise les initiatives locales en faisant une offre complémentaire, à celle qu'il propose. Cependant, il met en place plusieurs dispositifs d'accompagnement financier pour encourager et soutenir ces mêmes initiatives. En matière d'hébergement, les premières collectivités volontaires pour participer à l'accueil des personnes en besoin de protection, comme les villes de Lille et de Rennes, ont indiqué vouloir utiliser
leurs bâtiments inutilisés dont elles sont propriétaires ou ceux qu'elles comptaient vendre. Afin de tirer profit de ces initiatives locales, la France, l'État, propose aux collectivités volontaires de mettre à disposition des immeubles pour effectivement créer des lieux d'hébergement. Ces nouveaux lieux seraient dédiés aux demandeurs d'asile dont la demande est en cours d'instruction auprès de l'OFPRA. L'État propose également que les collectivités territoriales volontaires mettent à disposition des logements existants mais vacants. Ces logements seraient, eux, destinés à l'accueil des bénéficiaires d'une protection déjà accordée par la France, c'est-à-dire des réfugiés ou des bénéficiaires de la protection subsidiaire. Ils peuvent être issus, ces logements, du parc social ou du parc immobilier disponible de ces collectivités. Afin d'établir un recueil central des offres d'hébergement que les collectivités volontaires proposeront, le ministère de l'Intérieur a nommé un coordinateur national. Celui-ci sera secondé par des coordinateurs locaux nommés dans chaque département par les préfets. Il y aura un coordinateur départemental. Celui-ci sera chargé de recenser les offres des collectivités volontaires. Il conviendra pour ces collectivités de se rapprocher en premier lieu des préfectures pour obtenir les coordonnées du coordinateur départemental. Le travail du coordinateur a également pour objectif de présenter au préfet les offres de logement proposées par les collectivités volontaires du département, qui viendront donc en complément des dispositifs d'hébergement existants de l'État. L'ensemble constituera le foncier disponible que le préfet, et lui seul, pourra solliciter en vue de proposer l'affectation d'hébergement au profit des personnes en besoin de protection. Ce n'est donc pas l'OFII qui assurera ici l'hébergement des demandeurs d'asile dans les logements et immeubles que les collectivités pourront proposer. On peut toutefois imaginer que le préfet travaillera en bonne intelligence avec cet établissement public. De plus, une fois leurs offres d'hébergement proposées, les collectivités volontaires n'auront donc pas de possibilité officielle d'action dans le choix de l'utilisation des hébergements, ni dans celui des personnes à accueillir. Afin de soutenir les communes volontaires, l'État a programmé un accompagnement financier. Plusieurs dispositifs sont ou seront mis en place. Le premier est un soutien exceptionnel et forfaitaire. Il a pour objectif d'aider les communes qui créeront des places d'hébergement supplémentaires d'ici à 2017 sur leur territoire. Le montant de cette aide s'élève à 1 000 € par place créée. Ce soutien est conditionné. En effet, suite à l'apparition d'un débat provoqué par certaines communes qui souhaitaient choisir parmi les personnes en besoin de protection celles de confession chrétienne, le gouvernement a précisé que ce soutien serait réservé aux collectivités n'émettant aucune condition sur le profil des personnes à accueillir. De plus, l'émission de conditions par les communes volontaires est d'autant moins utile qu'il appartient au préfet, nous l'avons vu, de choisir les lieux d'hébergement des demandeurs d'asile et bénéficiaires d'une protection. Le deuxième dispositif est un panel d'aide s'adressant aux propriétaires publics, mais aussi privés, qui souhaitent contribuer à l'hébergement des personnes en besoin de protection. Nous trouvons tout d'abord le dispositif d'aide de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, l'ANA, pour la rénovation des immeubles mis sur le marché locatif à un tarif social. Ce dispositif pourra donc bénéficier aux propriétaires, publics ou privés, de logements souhaitant accueillir des demandeurs d'asile ou des bénéficiaires d'une protection. Ce dispositif consiste en une aide au financement des travaux. Cette aide représente un quart ou un tiers du montant total des travaux. En contrepartie, les propriétaires bailleurs devront souscrire une convention avec l'ANA par laquelle ils s'engageront à louer le logement à un loyer abordable pour les personnes à ressources modestes.
Ils pourront alors bénéficier d'une déduction fiscale pouvant aller jusqu'à 60% du montant des loyers selon le conventionnement choisi. Nous retrouvons ensuite une aide complémentaire au dispositif de l'ANA. Cette aide pourra être attribuée aux propriétaires bailleurs qui loueront un bien immobilier à une association assurant l'hébergement ou le logement des réfugiés. Le montant de cette aide que l'État accordera sera de 1 000 € par logement. Elle ne s'appliquera donc pas à l'hébergement des demandeurs d'asile. Toujours en complément du dispositif de l'ANA, une aide spécifique sera accordée aux communes qui s'engageront dans des opérations de prospection de logements ayant vocation à accueillir les personnes en besoin de protection sur leur territoire. Cette aide, dont le montant n'est actuellement pas connu, est conditionnée à la réussite de la prospection, puisqu'elle sera accordée aux communes qui seront parvenues à accroître le volume des logements mobilisés. Enfin, nous trouvons un fonds d'investissement qui sera mobilisé en vue de financer des opérations lourdes de création de locaux d'hébergement ou de logement. Ces opérations pourront être initiées par des personnes publiques ou privées. Le montant du fonds n'est pas encore connu. Il doit être annoncé par le Premier ministre. Toutefois, pour pouvoir financer leurs opérations, les porteurs de projets devront faire connaître leurs opérations à l'occasion de l'appel à projets que l'État doit lancer. Pour ce qui est de l'accueil, l'État invite les communes dans leur ensemble, et donc pas uniquement celles qui seront volontaires pour héberger des personnes en besoin de protection, à lui signaler les demandeurs d'asile en vue d'apporter à ces personnes la meilleure aide possible. Enfin, il propose aux communes de recenser et encourager les initiatives locales pour offrir aux demandeurs d'asile un accompagnement qui viendrait en complément de celui qu'il offre déjà. Vu l'importance des flux migratoires actuels et de la publicité faite dans les médias des possibilités d'hébergement par les communes volontaires, il se peut que ces collectivités territoriales, mais aussi toutes les autres communes, soient confrontés à la présentation spontanée d'un demandeur d'asile en leur siège. Dans cette hypothèse, il leur sera possible de prendre contact auprès de la préfecture de leur département afin d'obtenir des renseignements utiles pour assurer l'orientation de ces personnes. D'autre part, les communes pourront orienter les demandeurs d'asile vers les associations présentes dans le département et habilitées par l'État pour assurer le premier accueil de ces personnes. Ces associations se voient confier par l'État le suivi des demandeurs d'asile et des personnes bénéficiant de sa protection. Les communes peuvent d'ores et déjà prendre attache auprès de la préfecture pour connaître la liste des associations habilitées à assurer, dans leur département, le premier accueil des demandeurs d'asile. Les collectivités pourront ensuite orienter les demandeurs d'asile vers la préfecture ou le guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile dont la mise en place est en cours. En effet, avec la réforme de l'asile, des guichets uniques sont en cours de constitution depuis le 1er septembre. Leur mission est de procéder à l'enregistrement des demandes d'asile et à l'évaluation des éventuelles situations de vulnérabilité auxquelles les demandeurs peuvent être confrontés. La gestion des guichets uniques est assurée par l'OFII. Leur généralisation doit se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2015, d'où une orientation des demandeurs d'asile vers les services des préfectures tant que ce nouveau dispositif n'est pas mis en place dans un département. L'État propose enfin aux communes de recenser et encourager les initiatives locales en vue de permettre un accompagnement social des demandeurs d'asile complémentaire à celui qu'il organise déjà. Pour éviter la mise en place d'accompagnement local en doublon, voyons ce qu'est l'accompagnement de l'État. Cet accompagnement s'intitule le Dispositif national d'accueil, le DNA. Il s'adresse aux demandeurs d'asile comme aux personnes bénéficiant d'une protection de la part de la France, réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire.
Outre l'hébergement et l'attribution des allocations que nous avons vues en première partie, ce DNA comprend un réseau de plateformes d'accueil pour demandeurs d'asile, les PADA. Il en existe 34 en France métropolitaine, dont au moins une par région. Ces PADA sont chargés de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile ayant introduit leur première demande. Sur la nature de l'accompagnement local, nous pouvons constater que l'État ne donne pas d'indication particulière. Aussi, laisse-t-il la possibilité aux communes, collectivités territoriales ou citoyens et associations de penser l'accompagnement local qu'ils souhaitent mettre en place en complément de celui de l'État. Sur l'aspect organisationnel, la charge de recensement de ces initiatives locales semble toutefois être confiée aux communes. Cependant, nous pouvons tirer l'intérêt de cet accompagnement local. Il pourrait être le pendant sur le territoire national de l'accompagnement pratique et juridique que le projet de loi relatif aux droits des étrangers en France souhaite instaurer dans les pays d'origine. Il pourrait aussi s'adresser aux demandeurs d'asile ayant introduit une nouvelle demande après en avoir introduit une première et qui ne peuvent plus bénéficier de l'accompagnement offert par les PADA. Au vu de ce que nous venons de voir, il apparaît que l'appui des collectivités volontaires dans le cadre de la problématique migratoire en provenance du Moyen-Orient est une aide bienvenue et utile pour l'État, puisqu'elle lui offre de nouvelles opportunités d'hébergement et d'accompagnement des personnes qui pourraient demander sa protection. Toutefois, elle ne vient qu'en complément de son action. Cela n'est pas illogique en soi, puisqu'il appartient à la France de traiter de ses relations internationales et d'en tirer les conséquences en matière d'immigration. Cependant, cette situation est révélatrice de la volonté des collectivités territoriales d'agir à l'échelle internationale. À ce titre, je rappellerai que les collectivités locales mettent en œuvre des actions de coopération internationale. Cette coopération, définie aux articles L. 1115-1 à 7 du Code général des collectivités territoriales, pourrait être un outil à mobiliser par les collectivités locales en vue de mener une action d'aide d'urgence au profit de collectivités territoriales étrangères, par exemple celles situées le long de la route dite des Balkans, depuis la Turquie et la Grèce jusqu'en Allemagne. À travers cet outil, l'appui des collectivités territoriales françaises pourrait donc aussi se réaliser au profit de collectivités locales étrangères mises en difficulté face à l'afflux de migrants. J'en ai donc terminé avec cette présentation. Je vous propose maintenant de répondre à vos questions durant une vingtaine de minutes. Je commencerai d'abord par répondre aux questions que vous avez pu me poser au cours de la présentation. Puis, si nous n'avons pas épuisé le crédit de temps disponible, je répondrai aux questions que vous pourriez me poser après cette première phase de questions-réponses et pour lesquelles je tenterai de répondre directement. Si, à l'inverse, la réponse nécessite des recherches, ou si vous me posez des questions après la webconférence, je prendrai contact avec vous dans le courant de la semaine prochaine. Je suis donc à votre écoute. Alors, nous avons déjà une première question. Celle-ci est la suivante. Quid des particuliers qui souhaitent accueillir des réfugiés à domicile? Quelles sont les démarches? Eh bien, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, les particuliers sont invités à se rapprocher des associations et ou instances départementales en complétant le formulaire de proposition d'hébergement. Il y a donc un formulaire qui est éventuellement disponible. Un lien sera établi avec les structures associatives chargées d'héberger les réfugiés et ce afin d'établir un bail et de s'assurer du paiement des loyers, le cas échéant. L'idée est de se rapprocher soit de la commune, soit des associations pour obtenir toute information utile.
Nous avons une seconde question. Alors, c'est donc une petite commune peut-elle proposer des logements privés proposés par ses habitants ou loger un réfugié dans leur domicile? Alors, on l'a vu tout à l'heure, les communes sont invitées à recenser toutes les initiatives locales. Je vous répondrai que effectivement, vous pouvez inciter et recenser vos, vos habitants à vouloir accueillir des demandeurs d'asile ou des personnes en besoin de protection. Je vous rappelle également qu'il existe les dispositifs de l'ANA, qui pourraient peut-être être des dispositifs intéressants à mobiliser au profit de vos habitants pour favoriser l'accueil de ces personnes qui auront des revenus modestes, à n'en pas douter. Alors, nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Je vous invite dans ce cas à m'en poser si vous le souhaitez. Alors, il y a une question qui est en cours. Alors voilà. Donc la question est la suivante. Une collectivité peut-elle être contrainte par l'État à accueillir des réfugiés bien qu'elle n'ait pas de logement vacant? Non, elle ne peut pas être contrainte par l'État à accueillir des réfugiés. Soit l'État a déjà sur son territoire de cette commune, des logements par les différents dispositifs que nous avons vus et qui relèvent du ministère de l'Intérieur, les CADA, les ATSA ou les UDA. Éventuellement, on pourrait imaginer un préfet qui loue directement par le biais de ses crédits UDA un logement sur votre commune. Mais ce ne serait pas imposé à la commune en soi. Ce serait le jeu classique de la compétence de l'État. Ensuite, pour les logements de la commune directement, il faut que la commune soit volontaire. S'il ne fait pas acte de volontariat, elle ne se fera pas imposer par l'État le choix ne se fera pas imposer l'allocation d'un logement ou d'un de ces logements, par exemple, par le préfet. Alors, je vous invite à poser d'autres questions si vous en avez. Alors, il y en a une qui arrive. Alors, la question est la suivante. En Moselle, il est précisé que l'accueil chez un privé ne bénéficiera pas de l'accompagnement et de l'aide à l'hébergement loyer charge fluide. Qu'en est-il réellement? Alors, sur cette aide particulière, aide à l'hébergement loyer charge fluide, je n'ai pas d'informations. Écoutez, ce que je vous invite, c'est éventuellement à faire des recherches et à vous apporter une réponse ultérieurement. Parce que là, je n'ai pas ces informations, je regarderai. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois que s'il y en a une qui vient d'arriver. Alors, la question est la suivante. Un particulier qui veut prendre des migrants chez lui, doit-il les accompagner pour faire des papiers ou des cours de français? Non, enfin, il n'est pas nécessaire que cette personne se charge de l'accompagnement. Comme je l'ai expliqué, déjà, il existe un accompagnement d'État, et puis les communes peuvent mettre en place un accompagnement. Par contre, les privés peuvent se regrouper au sein d'associations pour également mettre en place un accompagnement, dont le recensement, je vous rappelle, semble être à la charge des communes. Ça, par contre, ça peut être une initiative locale intéressante de la part de ce particulier, peut-être d'aller voir sa commune et de solliciter d'elle déjà les informations concernant les
les associations habilitées déjà sur le département à assurer le premier accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile. Et puis également, peut-être lui d'être moteur pour monter une association, une telle association, et qui lui permettrait d'accompagner pour le coup les demandeurs d'asile dans des démarches administratives auxquelles ils peuvent être confrontés. Alors nous avons une autre question. Pour la proposition de logement par une commune, cela concerne uniquement les réfugiés ou également les demandeurs d'asile? Ça concerne les deux. Comme je l'avais dit, par contre, après, il y a une distinction qui va être faite au niveau de l'État entre les logements existants et vacants, où là, pour le coup, l'État, visiblement, souhaite que ça soit plutôt orienté vers des personnes qui sont déjà bénéficiaires d'une protection, donc réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire. Et puis, nous avons donc le second type de logement qui, là, pour le coup, sera plus orienté vers les demandeurs d'asile. C'est, je crois, la mise à disposition d'immeubles en général. Alors, nous avons encore une autre question. Donc, elle est la suivante. Conseillère municipale dans une petite commune dans le sud, je souhaite mettre en place une aide. Quelle procédure me conseillez-vous? Eh bien, écoutez, je vous invite d'abord à recenser les volontés des habitants, peut-être par un sondage dans un premier temps, pour voir quel est déjà l'état de votre opinion publique à l'échelle communale. Effectivement, ça pourrait être intéressant. Je vous invite également, effectivement, vous indiquez ensuite vouloir vous rapprocher de l'association locale. Effectivement, il y a ces associations qui comment dire, sont habilitées par l'État au niveau de l'État. Donc peut-être effectivement demander aux préfectures, à votre préfecture, la liste des associations, comme je l'avais indiqué tout à l'heure, liste des associations habilitées par l'État pour assurer le premier accueil. Est-ce que nous avons une autre question? Oui, nous avons une autre question. Alors, elle est la suivante. Une collectivité peut-elle bloquer la volonté d'un particulier qui voudrait accueillir? Alors, j'imagine accueillir donc des demandeurs d'asile ou des réfugiés, bénéficiaires d'une protection subsidiaire. Écoutez, à mon sens, non. Déjà parce que c'est une compétence de l'État. Après, peut-être effectivement, comme par rapport à la question précédente, voir quel est l'état de l'opinion, peut-être faire en sorte que si vraiment l'opinion majoritaire au sein de votre commune tend à ne pas vouloir accueillir de telles personnes, eh bien ça pourrait être un élément qui pourrait être un argument pour convaincre le particulier en question à ne pas accueillir des personnes. Maintenant, juridiquement, rien ne l'en empêche. Sachez maintenant que l'État invite les communes à recenser les initiatives locales, donc y compris celles des particuliers. Ce pourrait être aussi un moyen pour vous d'encadrer les initiatives un peu sauvages qui pourraient peut-être apparaître sur votre commune et de les orienter vers la préfecture et l'État, le ministère de l'Intérieur, qui ont l'habitude de gérer ces situations. Alors, y a-t-il d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, sans autre question de votre part, je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser toutes questions ultérieures par le biais de notre site internet. Je vous rappelle www.legilocal.fr. Et donc, si nous en avons terminé, je vous remercie à nouveau.
et je vous dis au mois prochain pour une prochaine webconférence.